Bonjour, bonjour. J'ai tellement... Je vis un moment de tellement de joie, on ne peut pas se rendre compte. Je suis avec France Guillen, que moi personnellement je viens de rencontrer en fait. Et on vient de passer un moment incroyable. J'ai l'impression que je suis vraiment quelque part dans le temps ancien, là où on s'écoute encore. Et elle a des histoires à raconter qui sont juste incroyables, qui sont très très diverses de tous les côtés. Elle a une vision sur notre monde extrêmement sain. Voilà, tu as presque, hein, on peut dire l'âge Ah ben, ou pas? 79 ans, oui. Voilà, 79 ans, Bientôt 80. c'est ça. Et c'est magnifique parce que du coup, je connecte avec cette énergie extraordinaire qu'ont pu avoir nos sages, nos anciens. Et on se retrouvait avec eux autour d'un feu. Et puis voilà, les sages parlaient, racontaient en fait ce qu'ils ont reçu eux de leurs parents, etc. Et tu es exactement un être comme ça, je suis mais d'une reconnaissance inimaginable pour l'instant, vraiment. Et je te remercie de tout cœur de tout ce que tu m'as vraiment apporté, là, enseigné en très peu de temps. Moi, je propose, on fait juste une petite... un résumé quelque part, donc je te pose un peu des questions par rapport à ce qui m'a le plus peut-être touché, parce qu'autrement c'est sûr on aurait pour 24 heures, pour 48 heures, pour la vie presque, parce que c'est tellement riche et tellement beau. Elle a écrit 60 livres, ou plus que 60 livres, donc on peut vraiment trouver toute cette sagesse dans les livres depuis presque 40 ans, ou plus que 40 ans déjà maintenant. Tu écris et tu apportes tout. Donc on s'est rencontrés autour d'un plat à la Biocop ici à, à la Vela, Andorre, oui. à Andorre. Et ben déjà, elle m'a enseigné de bien mâcher. Ça, c'est le premier enseignement avec un livre que j'ai reçu en même temps. Et volontiers, si tu veux bien raconter un petit peu, qu'est-ce que c'est l'histoire avec pourquoi il faut bien mâcher? Pourquoi il faut bien mastiquer? Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est une ostéopathie de tout le crâne. Euh, Bien mastiquer, ça veut dire manger des choses dures. Il faut manger des choses croquantes, qui sont fermes. Un enfant normal qui a été allaité par sa mère n'aime pas les aliments mous. Il n'aime que les aliments qui ont une certaine dureté, une certaine consistance. Il ne va pas aimer le pain de mie, par exemple, mais il aime le pain bio, bien ferme, avec une croûte bien dure. Un enfant qui a grandi normalement est capable de manger des amandes, etc., dès l'âge d'un an et demi, un an et demi. Parce que là, on fait toujours super attention, Eh bien, attention, pas donner du dur aux Alors, enfants parce pour que quelle raison on est obligé de faire attention? La raison est très simple, c'est ils ont appris. parce qu'on n'a pas appris aux enfants à mastiquer. Un enfant qui a toujours mastiqué, vous ne verrez jamais un petit Philippin s'étouffer avec une cacahuète. Ça n'existe pas. D'accord. Parce que comme sa maman n'a pas de mixeur pour ramollir tout, il est obligé de croquer dans la carotte. Il est obligé de croquer dans les aliments durs. Et il a appris depuis tout petit à faire des tout petits bouts qu'il écrase ensuite soigneusement avec les petites dents qu'il a et il avale. Et moi, je n'ai jamais eu ce souci avec mes enfants et mes petits-enfants, c'est la même chose. Depuis tout petit, on leur a appris, en commençant par les noix de cajou parce qu'elles sont un peu plus tendres, on leur apprend à prendre un tout petit bout, puis après bien l'écraser, etc. Et ce ne sont pas des enfants avaleurs. Et tu expliques aussi la même chose pour les personnes âgées, parce qu'on fait la même chose, hein? On a refait nouveau des mousses Alors, pour pas devoir... si vous avez pu observer, les personnes qu'on met en maison de retraite, enfin des maisons spécialisées pour les personnes âgées, on leur mouline tout et on leur donne que des aliments mous. Et le résultat est qu'ils ont le visage qui s'effondre parce qu'ils ne font plus travailler l'ossature du crâne. Et ils ont la mémoire qui s'effondre parce que quand on mastique des choses dures, on fait travailler l'hippocampe qui se met à produire beaucoup de neurones. Donc mastiquer des choses dures, c'est la meilleure manière d'entretenir sa mémoire et son cerveau. C'est incroyable. C'est très important, très très important. Et moi, par exemple, tu m'as fait, où on a mangé ensemble, je pense, j'ai eu pendant 1 heure et demie, je pense, mon plat, et j'ai vraiment fait très attention à ma mastication, et je t'ai demandé comment faire, et tu as dit, ben, tu moulines tout totalement dans la bouche, et tu bois le jus, et Voilà. après, à la fin, tu avales. Il Donc, reste un peu de poudre. Voilà. Il doit rentrer dans le corps. Le pain, par exemple,
si vous ne le liquéfiez pas dans la bouche, vous aurez des problèmes de gluten et des choses comme ça, que vous n'aurez jamais si vous faites fondre le pain dans la bouche. Mais il n'y a que le pain complet ou bio qui peut fondre dans la bouche, parce que si vous mangez du pain blanc, ça va faire de la colle. Alors que si vous mangez du pain complet, il va se liquéfier et dans la bouche, vous avez la ptyaline de la salive qui va le transformer, cet amidon, en sucre et en eau, et il devient sucré comme un gâteau. Donc si vous mangez du pain normalement, vous n'avez plus le besoin de sucre. Ça vous fait tomber le besoin de sucre parce que votre cerveau prend Quand on mange le conscience. pain normalement. Voilà. Oui, normalement, c'est-à-dire qu'il doit se liquéfier absolument, il doit rester de liquide et de la poudre dans la bouche. Et Pas une grosse bouillie qu'on avale. on a besoin de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ah, évidemment, évidemment. Avec une petite tranche de pain par jour, on a largement assez d'amidon. On n'a pas besoin de plus. Et on n'a même pas besoin de faire du cuir, du riz, ni des pommes de terre, ni quoi que ce soit. Et toi, tu dis, tu prends Très pas économique. du tout des compléments alimentaires et tout. Ah ben non, c'est pas du Elle tout est mon dans truc. une top forme avec son vélo et voilà, elle bouge toujours en vélo et tout. C'est juste. Mais ce n'est pas le vélo qui entretient, c'est le fait de manger correctement qui fait qu'on est en bonne forme pour le vélo. Parce que si on mange mal et qu'on fait du vélo, ben on aura mal aux genoux, on aura mal au dos, ou je ne sais pas quoi. Tandis que quand on mange correctement, j'ai eu... Elle fait du surf aussi, juste pour ça. Oui, pendant 2 ans, j'ai eu mal au dos il y a très longtemps, quand j'avais 40 ans à peu près, au point de ne pas pouvoir mettre un slip sans m'asseoir, pas pouvoir mettre un pantalon sans m'allonger à moitié. Je ne pouvais pas tenir sur une jambe. Et les médecins en France me disaient, c'est parce que vous avez eu une vie très sportive, j'avais derrière moi 17 ans de navigation, hein. C'est parce que vous avez eu une vie très sportive, vous avez arrêté brutalement, ça arrive aux sportifs. Et en réalité, je m'étais mise à mal manger parce que je travaillais pour une agence de presse et j'étais en déplacement permanent. J'achetais une baguette de pain, j'achetais un fromage, je mangeais n'importe comment. Et le jour où j'ai rectifié l'alimentation, en une semaine, le mal de dos est parti. Wow. Complètement. Et il n'est jamais revenu. Donc jamais, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir mal au dos, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir mal à la tête depuis... Donc elle dit aujourd'hui qu'elle se porte mieux presque à 40 ans. Hein. Ah Tu ben oui. dis Ah oui, vraiment oui, tout à fait. dans une top forme. Donc Ah oui, tout à fait. l'âge n'a rien à voir par rapport à notre Non. force physique, à Non. notre mental aussi, à notre... Bien sûr. Donc c'est juste, Bien moi je sûr. trouve tellement... Ni la mémoire, ni... Mais on va changer le thème parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Donc tu as dit que tu, juste 17 ans, tu as effectivement navigué. Oui. T'étais dans les J'ai fait mers l'équivalent de avec 5 4 tours du enfants. monde, oui, avec mes enfants. La première à naviguer, elle avait 1 mois, 3 semaines quand elle a embarqué. Waouh. On a traversé l'Atlantique. Et puis après, j'ai divorcé, j'ai continué seule avec mes enfants. Et j'ai fait ça pour énormément d'années. Et tu as J'étais commencé à skipper. écrire à ce moment-là? J'ai commencé à écrire dès le début. D'accord. Dès le tout début, j'écrivais des articles pour la presse. J'ai écrit plus de 2000 articles pour la presse. Ouais. Donc j'en ai fait beaucoup. J'ai écrit des livres non-stop depuis 1974. Donc, Extraordinaire. mon premier livre, c'était un cours de mathématiques. Ah oui. C'est très très varié ce que je fais en fait. Sur la santé, je n'ai commencé qu'il y a 30 ans. Mais sinon, j'ai fait des livres sur mes voyages, sur les rencontres que j'ai faites, etc. Des livres qui ont très très bien marché, puisque j'ai vendu plus de 3 millions de livres. Hein. Oui, 3 millions de livres, c'est juste Donc, la folie. ça C'est fait juste pas la mal, quoi. Ça fait... Et ce que j'adore aussi, parce qu'en fait, tu as une vision tellement zen de notre société, parce que tu vois ce qui se passe ici, l'Occident, etc. Peut-être tu racontes toi avec tes mots, parce que voilà, des groupements régionaux, des rencontres de sagesse, chacun s'élève mutuellement. Peut-être tu veux raconter un petit peu, c'est tellement beau. Oui, en fait, je ne sais pas trop ce que tu veux. Enfin, ce que je dis en tout cas, c'est qu'il ne faut plus élire de représentants. Ça, parce qu'ils ne nous représentent pas. Que c'est beaucoup trop éloigné de nous et il ne faut pas que les politiques soient salariés. Il faut qu'ils continuent de vivre la vie normale de tout le monde. Et on peut très bien, on n'a absolument pas besoin d'avoir des chefs suprêmes et des choses comme ça. On peut très bien choisir des délégués qui changent à chaque fois qu'il y a une réunion quelconque et qui sont représentatifs du sujet abordé en commun. On n'a pas du tout besoin. Ivan Illich l'avait écrit dès 1950, ça, que la prochaine révolution serait une révolution intérieure qui ferait qu'on n'aurait plus besoin d'élire des gens. Parce que chacun vivrait selon les lois naturelles de la nature, que chacun sait respecter. On n'a pas besoin pour ça d'écrire des lois, on n'a pas besoin de punir les gens. Dès l'instant où une loi est écrite, eh bien, elle doit être appliquée. Et pour la faire appliquer, il faut qu'il y ait une sanction à la clé, si par hasard. Alors ça peut être une amende, ça peut être dans des groupes qui se constituent l'exclusion, mais c'est de toute façon une monnaie à payer. Ouais. Et rien que ça,
ça Voilà. fausse déjà toutes les Voilà. relations. Parce que ça veut dire, si j'ai les C'est ça. moyens de payer le prix, je peux le faire. Je peux transgresser la loi. Celui qui est très riche et qui peut payer 10 000 PV, il s'en fiche d'avoir des PV. Donc ça n'est pas une façon de vivre. On ne doit pas être obligé d'écrire les règles de vie. C'est une erreur fondamentale. Et tous les groupes qui se forment et qui sont obligés d'établir une charte de vie ensemble sont voués à l'échec parce qu'on est toujours dans le même système Ouais. où On chacun n'est recrée pas un nouveau responsable. système. Voilà. Mhm. Au lieu de renvoyer, Voilà, c'est c'est ça. basé sur la Ouais, non-confiance en l'autre. Ouais, ouais, Le fait d'écrire une charte, c'est ça. ça veut dire qu'on n'a La pas loi, les droits, confiance ouais, ouais. dans le fait que les gens vont respecter les règles de vie naturelles. Et tout notre système aujourd'hui est dans une sorte d'effondrement parce qu'on a perdu la confiance. En Andorre, les gens ne ferment pas leur maison à clé. Ils mettent la clé sous le paillasson. Ils n'ont pas peur que des cambrioleurs viennent. On n'accroche pas forcément son vélo, on ne ferme pas sa voiture à clé parce qu'il n'y a pas de délinquance ici. Alors, chacun fait confiance à l'honnêteté de Bon, l'autre. voilà, on fait vraiment juste une petite parenthèse par rapport à ton histoire incroyable que tu as vécue aux Philippines. Ah Peut-être. ben oui. Quand je suis arrivée aux Philippines, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que j'ai voulu louer une maison. Il n'y en avait qu'une seule à louer. Elle était habitée à ce moment-là par un couple de Français qui faisaient de la musique, qui dès le printemps, l'été, l'automne, allaient gagner de l'argent à Paris dans le métro en jouant de la musique. Et puis quand ils étaient en hiver, ils allaient aux Philippines. Et là, ils avaient emporté avec eux leur mentalité, c'est-à-dire que ils m'ont dit quand je suis arrivée, attention, les Philippins sont des violeurs, sont des voleurs, c'est très dangereux. Et ils avaient une maison qui avait un étage, la base était en béton, et puis le haut était en bambou tressé, voilà. Et ils avaient cloué les fenêtres du bas qui étaient en bois plat, ils les avaient clouées pour qu'elles ne puissent pas s'ouvrir, et ils avaient mis une énorme serrure à la porte, et ils avaient fait une barrière autour de leur terrain. Et leur terrain était une véritable poubelle. Ils avaient jeté là, parce qu'il n'y a pas de ramassage de poubelles là-bas. Donc eux mangeaient beaucoup de conserves et de choses comme ça. Ils mangeaient à l'européenne et ils jetaient tout dans la cour. Quand je suis arrivée que j'ai pris ça, j'ai demandé à un pêcheur de m'enlever la serrure. J'en ai fait cadeau, j'ai dit moi je ne veux pas de serrure. Je lui ai fait déclouer les fenêtres. J'ai mis d'ailleurs des petits rideaux pour pouvoir bien voir dehors et nous on nous voyait quand on marchait. J'ai fait nettoyer la cour et enlever les barrières qui étaient autour de la cour. J'ai fait tout enlever. Et puis voilà, bon, je vais faire mes courses, je vais au marché et tout ça. Et quand je reviens, qu'est-ce que je trouve sur la table? Parce que tout le monde pouvait rentrer chez moi. Il y avait un plat tout préparé avec des bananes cuites, du poisson, enfin plein de bonnes choses là-dedans, enveloppé dans des feuilles de bananier. Et voilà, mais je ne savais pas qui avait porté ça. C'était un village avec 50 000 habitants, je ne savais pas qui avait préparé ça. J'ai fait comme on faisait à Tahiti autrefois, j'ai laissé le plat propre sur la table et un jour où je n'étais pas chez moi, quelqu'un est venu chercher le plat. Et ça veut dire que je ne saurais jamais qui dans le village avait préparé ça, parce que ceux qui ont les moyens l'ont fait et on remercie le village entier. Pour moi, c'est l'image la plus symbolique de vrai Noël. Noël, c'est ça, c'est un cadeau qui vous arrive du ciel C'est totalement magique. et on remercie la terre entière. Et ça m'a beaucoup touchée parce que quand j'étais enfant à Tahiti, c'est ce qu'on faisait avec Voilà, les parce gens que sympathiques. donc, France vient de Tahiti d'origine, mais tu as un grand contact aussi avec les Maoris. Ah ben oui, parce que j'ai grandi dans une famille très maori. Et en plus, j'ai lu les deux énormes livres écrits par Louis-Claude Vincent, celui qui a créé la bioélectronique dite de Vincent. Il était membre de l'Institut, c'était un très très grand chercheur. Il a fait deux gros livres dont le tiers n'est fait que de références officielles et il montre que la langue maori précède le sanskrit. C'est-à-dire qu'elle est Wow. antérieure au sanskrit. En Inde, on parle du continent Mu qui s'est effondré, Aujourd'hui, qui était celui des Maoris. on dit aujourd'hui le 13 Aujourd'hui, août. on est le vendredi 13. Vendredi 13. C'est un vendredi 13 que le D'accord. continent Mu s'est effondré, dans le D'accord. Pacifique. On en a des preuves de l'existence de ce continent parce qu'il y a d'immenses roues dallées qui traversent l'océan Pacifique
Et on a des restes de ça sur des îles qui sont traversées de part en part par une route d'allée aux îles Cook. Ça n'a aucune justification. C'est tout simplement parce que le continent s'est effondré, il est resté les sommets. Et les Maoris sont les derniers survivants de cette chose-là. D'ailleurs, je peux vous dire une chose très intéressante que j'ai apprise, moi, quand j'avais déjà fait la moitié du tour du monde à la voile, qui m'a été dite par des Maoris des îles Tuamotu. Et ils m'ont dit, on va te dire ça à toi parce que tu as du sang Maori. On ne peut pas le dire aux Européens parce qu'ils ne pourraient pas nous croire. Mais quand les Européens nous demandaient comment on faisait, nous, pour traverser les océans sans se tromper, comment on pouvait suivre les étoiles alors que le ciel tourne toute la nuit. Donc les étoiles, tu ne peux pas dire je vais suivre cette étoile pendant toute une nuit, c'est impossible. Eh bien, on leur raconte qu'on regardait dans une noix de coco et tout ça et ils nous croient, et parce que ça c'est concret. Mais dit la réalité, c'est qu'on avait 2 dormeurs. On avait 2 dormeurs qui, toutes les 20 minutes, il y en avait un qui se réveillait et qui changeait d'étoile à chaque fois. Or, pour moi qui ai navigué avec un compas, que vous appelez boussole, eh bien, quand on navigue avec le compas, on ne peut pas mener le bateau en ayant les yeux sans arrêt sur le compas. La nuit, c'est épuisant. Donc, on regarde le compas et puis on prend des étoiles. Wow. Et toutes les 20 minutes, on réajuste parce que le ciel tourne. Et donc, toutes les 20 minutes, on redresse le bateau pour aller dans le bon sens. Wow. C'est exactement le temps qu'il faut pour ne pas trop perdre sa route. Génial. Et ces dormeurs, ils voyaient en rêve les étoiles qu'il fallait suivre. Et toutes les 20 minutes, il y en avait un des 2 qui se réveillait, qui disait, voilà, maintenant il faut suivre ça. Donc ils avaient cette communication. Moi, ça m'est arrivé de faire des rêves comme ça, que je pourrais te raconter, incroyables. Quelle est peut-être l'expérience ou l'apprentissage le plus incroyable en tant que navigatrice comme ça de 17 ans? Qu'est-ce que tu as pu prendre avec toi qui aujourd'hui tu dis, wow, c'est tellement riche? C'est très difficile de répondre à ça. Très difficile. Par exemple, la perception extrasensorielle. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien compris. Une nuit, je naviguais en pleine mer de Corail. La mer de Corail, c'est la mer la plus dangereuse du monde parce que si le vent se lève, on peut avoir des hauts fonds qui sont très très au milieu des océans et on peut avoir le bateau qui se casse complètement. Et moi, je n'avais pas pu faire le point depuis une semaine parce qu'il n'y avait plus de ciel, il n'y avait plus d'étoiles, plus rien. Il y avait des nuages tout le temps, impossible de faire le point, donc je ne savais pas où j'étais exactement. Mais je savais qu'il y avait dans les environs d'immenses récifs qui feront 15-20 km de long. Et puis 8 à 10 km de large. Donc je ne savais pas où j'étais. Et donc ça m'obligeait à scruter la mer en permanence parce que selon le type de vague, selon le bruit que ça fait, etc., ça pouvait me donner des indications. Mais une nuit où j'étais vraiment crevée parce que je ne dormais jamais la nuit, je me suis dit il faut que je dorme pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure pour pouvoir tenir. J'ai donc dormi un moment et j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je me suis vue debout sur un récif de haut fond, c'est-à-dire un récif marron. J'étais dans l'eau, j'avais de l'eau jusque là, exactement. Je ne me sentais pas mouillée, mais j'étais debout sur un récif dans l'eau jusque là, et je voyais le bateau la nuit, dans mon rêve, comme une radiographie. C'est-à-dire je voyais jusqu'à la quille, je voyais tout. Je voyais mon corps allongé, je voyais mes enfants allongés, et ça ne me paraissait pas bizarre, hein, c'était normal dans mon rêve. Et je voyais la distance qu'il y avait entre la quille et le récif. Et je disais dans mon rêve, 70 cm ça passe, 70 cm ça passe. Je me disais ça. Je me suis réveillée après ce rêve et je voyais rien parce que j'avais rien qui me montrait qu'il y avait un haut fond. Je tendais l'oreille et tout, je ne voyais pas. Mais j'ai tout marqué sur le livre de bord parce que c'était un rêve tellement fort que je l'ai marqué. Le lendemain, j'ai eu le soleil de midi, j'ai pu faire les hauteurs égales, c'est-à-dire que j'ai pu savoir ma longitude. Eh bien, la latitude, je la savais, mais je l'ai trouvée aussi. Eh bien, j'avais traversé dans la nuit un récif qui faisait 15 km de long et 7 km de large. Et mon rêve m'a montré que qu'on risquait rien. Extraordinaire. Eh bien ça, je l'ai raconté à l'amiral François Bellec, qui est conservateur du musée de la Marine à Paris, et qui est un monsieur qui est un de mes grands admirateurs. Il a écrit l'histoire de la Marine française et il m'a consacré un chapitre parce que j'ai reçu une médaille de la Marine française en 1989.
et pour un livre que j'avais écrit qui s'appelle Des hommes et leur mère, où j'ai consacré 2 chapitres à la marine nationale. Et donc, j'ai été la première personne qui a reçu une médaille de la marine française en n'étant pas dans la marine. Et donc, l'amiral Bellec m'a dit que des commandants de gros navires lui ont raconté des expériences similaires, de rêves qu'ils ont fait dans des circonstances très difficiles. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous montre bien qu'on a des capacités extrasensorielles. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi nos pensées produisent ce que nous vivons. Pourquoi, en ce moment, par exemple, il faut arrêter de parler négativement. Il faut arrêter d'avoir peur de ce qui pourrait se produire, parce que c'est la meilleure manière pour que ça vienne. Il faut se projeter dans un monde construit, positif. Et moi, j'arrive pas à faire autrement. Ça, c'est mon côté aussi très maori. Vraiment ça, oui. C'est-à-dire que le passé, je m'en balance parce que j'ai jamais regretté le passé parce qu'il est fini. Voilà. Le futur, il n'arrivera peut-être jamais parce que tout à l'heure, je peux mourir et c'est pas grave. C'est maintenant. C'est l'instant présent et que dans toutes les philosophies indiennes, tout ce que vous voudrez, c'est le présent qui fabrique le futur. Ouais, donc si dans le présent vous êtes dans l'angoisse, la peur du futur, vous allez faire un futur scabreux. Alors que si vous êtes en permanence dans la construction d'un futur intéressant, avec toujours des bonnes idées pour ce que je vais faire aujourd'hui, demain, pour que ça avance. Là, je te parlais tout à l'heure de la permaculture qui commence à se développer ici et qu'on va développer, qu'on peut développer sur les pentes même. On a une surface. Il n'y a que 8% de la surface ici qui est occupée par l'être humain. Que 8%. Ça veut dire qu'on a 92% de terre disponible. Alors, quand on me dit, certains qui me disent « Oh, mais tu as vu comment c'est pentu ici ?» Oui, mais j'ai vécu dans des pays comme ça, aux Philippines, on fait des étages, on fait du riz, on met des serres, sur un sol sec. Donc... Évidemment, avec tout ce qu'on sait maintenant sur la culture, on a en plus la présence d'électricité, notamment ici, hydraulique, donc on n'est pas dépendant des centrales nucléaires et tout ça. On a le soleil 300 jours par an. On peut faire des serres, sur des... On fait même des arbres fruitiers bio merveilleux qui ne sont pas grands et qui produisent énormément de fruits. On les appelle des arbres nains. Donc vraiment, je ne vois pas où est le problème. On peut être totalement autosuffisant. Mais juste inviter de réfléchir un petit peu et puis à oser faire les choses. Il faut arrêter d'avoir peur de retomber dans la vie d'autrefois qui était très dure, où on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de route, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant. Et reconstruire. Mais on peut faire avec toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, avec en plus les moyens de communication que nous avons maintenant, parce que nous allons savoir les préserver. Vraiment amener on peut avoir un monde merveilleusement extraordinaire. Parce qu'on peut communiquer nos méthodes de communication, de culture à l'autre bout du monde. Et donc on n'a même pas besoin de se déplacer ni de polluer pour aller l'enseigner au fin fond de l'Afrique. On peut avoir un monde merveilleux. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup encore, parce qu'on va bientôt arriver au bout, parce que comme on a dit, on pourrait vraiment parler... J'adore. Sacrée France, vraiment, tu me touches beaucoup. Tu disais par rapport aux Maoris, qui ont une vie justement extrêmement naturelle, qui vivent, ils s'organisent en famille, et en fait, ils ont tous un haut potentiel parce qu'ils sont tellement naturels à la découverte, et le moment qu'ils s'intéressent à quelque chose, il y a tout leur sens en fait qui s'éveille. Et voilà, peut-être tu veux parler de ça, que pour la civilisation, l'Occident, en fait, ils disent mais non, ces gens-là, voilà, c'est un peu, tu vois, ils les dénigrent. Tu disais quelque chose comme ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, on regarde beaucoup ce que Chirac appelait les peuples premiers. Ça me fait doucement rigoler, ça. Mais ils ont tout compris parce que ils sont beaucoup plus heureux en fait, parce qu'ils sont autosuffisants, ils ne sont pas dépendants des autres pour vivre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cyclones ou de volcans qui explosent en Papouasie par exemple? On vous en a jamais parlé. Pourtant, il y a eu plus de 1000 morts avec un volcan qui a explosé. Et puis, ils ont aussi des cyclones et des choses comme ça. Seulement, comme il n'y a pas de richesse pour les Occidentaux à exploiter là-bas, on n'en parle jamais.
parce que ça n'intéresse personne. Mais ces gens-là, on ne leur donne pas des subventions quand il y a eu un cyclone et des choses comme ça. Ils n'ont aucune aide. Mais ils élèvent leurs enfants et ils sont exactement Et ils s'organisent comme nous. entre eux, en fait. Et Tu dis qu'il n'y a pas du tout d'hiérarchie. Mais il y a une grande solidarité. Mais déjà, même en Andorre, cette solidarité existe. Ici, en Andorre, il n'y a pas d'allocation chômage. Il n'y a pas d'allocation familiale. Donc les gens font le nombre d'enfants qu'ils se sentent capables d'élever. Ils ne font pas une dizaine d'enfants pour les allocations. Ils sont responsables. Ici, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'aide pour les gens qui ne travaillent pas. Quelqu'un qui ne travaille pas n'a ni sécurité sociale du jour au lendemain, ni indemnité. Et pourtant, il n'y a personne qui traîne dans la rue parce qu'il y a une entraide énorme et qu'en plus, comme on n'est pas ponctionné, comme on n'est pas ponctionné par justement les allocations chômage, toutes ces allocations qui pressurent les gens qui travaillent, les gens qui travaillent peuvent profiter de ce qu'ils gagnent, ils ne sont pas surimposés, et les gens qui embauchent peuvent embaucher facilement parce qu'ils n'ont pas des charges démentielles. Et c'est un équilibre excellent, c'est un exemple. Et du coup, là, quand il y a eu un confinement ici, il y a eu tout de suite une entraide, par exemple à l'école. Comme en France, on a demandé aux parents d'apporter le repas, puisqu'on ne voulait plus faire un repas commun, il fallait apporter le repas. Eh bien, immédiatement, sans que ceux qui n'avaient plus de travail n'aient eu à ouvrir la bouche, ceux qui avaient les moyens se sont tous arrangés entre eux pour apporter à manger pour tous les enfants. Pour que personne ne se trouve dans la situation de dire j'ai pas les moyens, j'ai plus d'argent, etc. Vous voyez? Et ça, moi, ça me touche beaucoup, ça. Et j'ai vu des gens ici qui ont des magasins qui fonctionnaient. L'État leur a supprimé les charges pendant le temps des confinements et tout ça, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Eh bien, ceux qui ont pu travailler ont rendu cet argent à l'État pour que ça puisse servir pour aider d'autres personnes. Eh bien, ça, on le voit. C'est vraiment exemplaire. Ah, c'est extraordinaire. Et ça touche encore ce que tu disais avant, dans les tribus. Alors ça, moi j'ai vu ça, par exemple, un exemple, c'est les Mélanésiens, qui étaient organisés selon la coutume. Toutes les semaines, ils se réunissent, et j'ai assisté à des réunions, une notamment, où quelqu'un a dit « Moi j'ai mal aux dents, en ce moment il faudrait que je voie un dentiste ». Alors, il y en a un tout de suite qui a dit moi j'ai vendu beaucoup de carottes au marché. L'autre a dit moi j'avais beaucoup de poissons cette semaine, j'ai gagné tant. Ils ont donné l'argent qu'ils avaient gagné pour payer l'avion pour aller à Port-Vila chez le dentiste et l'argent pour payer le dentiste. Voilà, et ils s'arrangent comme ça. Il y en a un qui a un problème, c'est comme ça qu'on s'arrange. Et sinon, chacun cultive son jardin et on échange. Sachez qu'ici, toutes les familles ont un jardin potager. Et nous, même quand on arrive de l'extérieur, la mairie nous propose des jardins cultivés. Et c'est gratuit. On n'a pas à payer pour ça. On reçoit une lettre de la mairie qui nous dit que voilà, tel jour, il y aurait une réunion, on peut avoir un terrain cultivé. Ça reste dans la tradition en Andorre. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et quand on se balade, quand on passe près de ces jardins, moi j'avais envie d'acheter des tomates, j'avais envie d'acheter des œufs. Ils m'ont dit non, nous on ne vend pas, on donne. Et on repart. Donc ici aussi on vit. On a gardé ce sens de la solidarité. Parce que chez nous c'est assez impressionnant. J'ai dit chez nous, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on parle communauté, et communauté souvent. C'est quand même très c'est refermé, c'est que des gens qui se connaissent, par exemple. Oui, et puis la pensée, c'est encore pas donné à l'autre, en fait. Comme tu disais sur une île, tu disais aussi, oh là là, il y a tellement de choses, mais tu disais qu'il y a une tribu sur une île, et ils ont un jardin exprès pour les voyageurs. Oui, voilà, et qui est cultivé uniquement pour ça, de façon que quand il y a des invités, symboliquement, ils ne puisent pas sur le travail des autres. Et ça, c'est vraiment très très touchant. J'aime beaucoup cette notion-là. Et moi, quand j'étais enfant, toutes les maisons étaient ouvertes, on ne fermait jamais à clé. Et on se déplaçait dans l'île. Quand même, tu saches que quand j'étais enfant, tu connais la rivière de Papenhaut ? Non. C'est une immense rivière qui se trouve sur la côte ouest. Eh bien,
on ne pouvait pas, pour la traverser, il fallait monter un escalier en bois jusqu'à 12 ou 15 mètres de hauteur, passer une passerelle et redescendre un escalier. On ne faisait même pas le tour de l'île à vélo, ce n'était pas possible. Donc, donc à cette époque-là, quand on se déplaçait, on voyait qu'il y avait des mangues chez nous il n'y en avait pas encore, elles étaient trop petites. Et bien, même si la personne n'était pas là, on se servait en mangue, raisonnablement. On laissait un petit mot en disant « Moi, je suis au PK, donc point kilométrique 2, et là, il y a des citrons en ce moment. » Alors, la personne savait où trouver des citrons. Voilà. C'était de même une chose qui choquait beaucoup les Européens. Quand quelqu'un avait besoin, imaginons, de 100 €. Voilà. Eh bien, il mettait par exemple 2 mangues et 2 citrons sur une petite table, sur le bord de la route, et il mettait 100 €. Alors, les Européens qui voyaient ça poussaient des hurlements, parce qu'ils disaient « ce sont des voleurs, c'est n'importe quoi, gna, 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 gna. » Bon, ils ne cherchaient même pas à savoir ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « j'ai besoin de 100 €, mon manguier est chargé, mon citronnier est chargé. Si tu veux, tu peux même venir avec ta camionnette remplir et aller tout vendre au marché. Tu vas peut-être gagner 2000 €, mais moi j'ai besoin juste de 100 €. Comme ça, dans les magasins tenus par des Tahitiens, c'était la même chose. Tu avais par exemple, imaginons un pot de confiture, le même pot de confiture de la même fabrication était le double d'un côté et dans l'autre. Personne ne hurlait « Ah, c'est 2 fois plus cher ». Non, s'il avait envie de payer moins cher, il traversait la rue, mais il engueulait personne, parce qu'il savait que l'autre avait besoin de telle somme. C'est tout. Wow. Mais tu pouvais très bien, quand tu voyais ça, tu pouvais très bien dire, mais peut-être que chez toi tu as des citrons, je ne sais pas quoi, et donc je vais prendre des citrons et je te donne de l'argent, puis voilà. Et ce qu'ils agissent, je pense, en tout ce que tu nous dis, ce que tu nous enseignes, hein, c'est quelque part, c'est ouvrir notre conscience à la générosité. Moi j'appelle ça vivre normalement, hein. Mais j'appelle ça vivre normalement, parce qu'un être humain normal, il a envie d'être heureux. Oui, mais on n'a jamais appris ça, on n'a jamais ouvert notre conscience à ça. Tout est figé, tout est égoïstique, tout est pour soi. Et le monde dans lequel on va, il est sans doute, c'est la grande invitation du moment. Il va être obligé de changer, parce qu'on ne peut plus vivre dans la méfiance de l'autre permanente. Tu vois, quand je suis arrivée à Paris, j'ai loué un appartement dans le 9e arrondissement. Et chaque année, tous les appartements de cet endroit étaient forfaits parce que les portes n'étaient pas des portes blindées et qu'avec une radio, une simple radio que tu glisses, tu arrivais à ouvrir, etc. Tous sauf le mien. J'ai passé 10 ans, jamais ma porte n'a été forcée. Mais ma porte, c'est la seule qui n'a jamais été fermée à clé. Elle n'a jamais été fermée à clé. C'est qui veut ce monde-là? Marie-France, vraiment, tous mes remerciements pour ce moment. Je suis épanouie vraiment là, je suis très 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 reconnaissante. Alors sachez quand même que j'ai un site qui s'appelle baindérivatif.fr, j'ai une page Facebook ouverte à tout le monde qui s'appelle Méthode France Guillain. Oui, parce qu'en fait, c'est énorme tout ce qu'elle propose aussi. La nudité, sur la nudité, tout. On ne va pas rentrer dans le sujet parce qu'autrement c'est... Mais je réponds gratuitement à toutes les questions sur la méthode sur mon site. Tout le monde peut m'écrire, je réponds à peu près à 140 mails par jour. Wow. Qui me demandent comment ils ont des effets secondaires, les médecins ne leur répondent plus, l'hôpital ne répond plus, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc je leur donne toutes sortes de conseils pour s'en sortir sans argent et le mieux possible, quoi. Voilà. Et ce ne sont que des méthodes naturelles que je n'ai pas inventées, qui appartiennent à l'humanité, hein. C'est pour ça que je le fais gratuitement. Voilà. Mille merci. C'est aussi simple que ça. Mille merci, chère France. Et merci à toi aussi.